Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. N'hésitez pas dans le chat à nous mettre un petit message pour nous dire que tout fonctionne. Merci d'être présent avec nous. Ah, parfait, super. Merci Elisa. Bonjour. Bonjour Cédric. Bon, je vous propose qu'on attende encore quelques secondes avant de débuter pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur un sujet qui va prendre une place, je pense, de plus en plus centrale dans les mois et les années à venir. On va parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé mentale au travail. Merci à tous pour vos retours. Super si ça fonctionne bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on vous propose de participer à une expérience interactive en live ce matin. On va vous transmettre dans le chat un baromètre très simple avec 2 questions ouvertes auxquelles il faudra répondre. Et l'idée, ce sera de partager votre rapport à l'IA dans le monde professionnel, voilà l'impact que vous pensez qu'elle va avoir. Et on vous présentera à la fin les résultats. Et vous allez voir avec une démo sur comment l'IA peut être au service de la QVCT et de la santé mentale au travail. Donc, vous allez trouver le lien dans le chat. N'hésitez pas à prendre 1 minute le temps que tout le monde se connecte pour répondre. Et en fin de webinaire, on vous fera la démonstration de ce à quoi l'IA peut servir pour vous aider dans la QVCT et la santé mentale au travail. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être bien accompagnée pour parler de ce sujet. Je vais laisser peut-être nos intervenants se présenter en quelques mots. Hugo, peut-être à toi l'honneur. Je suis le docteur Hugo Botman, je suis psychiatre à l'hôpital Bicêtre et je suis chercheur à l'Institut Cerveau et à l'Université Paris-Saclay. Donc, je travaille un peu avec des outils d'IA, notamment pour la détection précoce dans la dépression. Et donc, je vais vous parler un peu de l'application aussi en santé mentale, en direct par les cliniciens de ces outils. Merci Hugo. Clélia. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de pouvoir parler santé mentale encore une fois avec Hugo et Camille ce matin. Moi, je suis psychologue, psychologue spécialisée sur les sujets de santé mentale au travail. Et chez Cali Social, je suis en charge de l'expertise, donc de penser aux dispositifs que nous mettons en place chez nos clients pour préserver la santé mentale et l'accompagner au quotidien. Merci Clélia. Et Camille. Eh bien, merci Constance. Bonjour tout le monde. Donc, Camille Fua, je suis le président et fondateur de Cali Social. Moi, mon expertise aujourd'hui, elle est plus axée sur les innovations et justement la technologie et où on peut aller un petit peu plus loin. Et donc, je vais participer à l'expérience avec Constance. Donc, répondez bien au questionnaire qui est dans le chat, s'il vous plaît, parce que ça contribue à la réussite de mon expérience. Voilà. Merci Constance. Merci beaucoup. Alors, de mon côté, Constance, je travaille chez Cali Social en tant que responsable marketing et je suis ravie d'animer ce webinaire ce matin. Alors, peut-être pour vous poser le contexte, on le sait, en 2025, la santé mentale est devenue grande cause nationale. Et ce n'est pas qu'un symbole, puisque aujourd'hui, il y a un salarié sur 4 qui dit avoir une mauvaise une santé mentale dégradée, selon notre baromètre QVCT santé mentale qu'on a réalisé avec Ipsos. À côté de ça, on a aussi l'IA qui s'installe de plus en plus dans nos quotidiens professionnels, que ce soit pour organiser nos agendas, rédiger des comptes rendus ou trier nos mails, mais qui entraîne aussi une accélération du rythme et qui génère aussi des inquiétudes quant au futur du travail. Il y a une étude du BCG qui montre que 42% des Français ont peur de perdre leur emploi à cause de l'IA, donc c'est quand même un chiffre qui est assez impressionnant. Et aux États-Unis, 37% des entreprises qui utilisent l'IA ont déjà supprimé des postes en raison de celle-ci. Pourtant, à côté de ça, l'IA peut aussi être un allié, que ce soit pour repérer les signaux faibles de mal-être, voilà, Hugo en parlait et on creusera ce sujet, ou encore pour mieux accompagner les collaborateurs ou faire gagner du temps au RH dans les situations complexes. Alors voilà, comment on fait la part des choses, comment on s'assure que l'IA
servent le bien-être mental sans remplacer le lien humain? On va tenter de répondre à tout ça en moins d'une heure. Alors pour commencer, Hugo, on parle aussi des effets de l'IA sur la santé mentale. En tant que psychiatre et chercheur en neurosciences, toi, quel regard tu portes sur l'impact de l'hyperconnexion et de la surcharge cognitive, qui sont deux effets qu'on retrouve souvent et qui sont amplifiés par l'IA, sur la santé mentale des actifs aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de charge cognitive aujourd'hui. C'est un concept qui est beaucoup utilisé en psychologie du travail. Historiquement, c'est un concept qui est assez ancien, hein, qui date de la début des années 90, qui avait été introduit par un chercheur qui s'appelle John Sfeller et qui distinguait un peu des charges qui sont extrinsèques, qui sont liées vraiment plutôt à la façon dont l'information est présentée, c'est-à-dire à la façon quand on réalise une tâche dont le contexte de l'information est présenté, et puis des choses intrinsèques qui sont liées vraiment aux tâches elles-mêmes. Et en fait, on se rend compte que finalement, l'IA, elle vient agir directement sur la charge extrinsèque, puisqu'elle modifie un petit peu la façon dont les informations sont synthétisées, dont la façon dont les informations sont organisées. Donc, pour un salarié, par exemple, elle va pouvoir parfois réduire cette charge et en même temps, de façon un peu paradoxale, et ça, c'est quelque chose qui a été souligné dans des études récentes, elle peut aussi parfois augmenter sa charge extrinsèque. Parce qu'en fait, quand on pose une question à une IA générative, notamment les LLM dont on a beaucoup parlé, eh ben, elle peut générer en fait un nombre d'informations superflues, des effets de redondance aussi qui peuvent être assez importants. Et ce qui fait qu'on a parfois une surcharge un petit peu des circuits cérébraux qui sont impliqués dans le contrôle de l'attention, dans le contrôle de la saillance de ces informations. On a aussi plusieurs recherches récentes qui ont montré notamment qu'on a une motivation à chercher de l'information. Et quand vous cherchez de l'information de façon traditionnelle, quand vous êtes un salarié par exemple, et que pour répondre à un processus de décision dans votre entreprise, vous devez chercher de l'information, ben vous avez un gain motivationnel à aller chercher cette information. Les modèles génériques comme le LLM, ils vont justement baisser un petit peu ce gain motivationnel. Et finalement, parfois, on va se retrouver dans une sorte de passivité un peu cognitive, avec plutôt une sous-utilisation plutôt qu'une sur-utilisation de ces facultés cognitives. Donc, cette idée de charge cognitive, elle est un peu à double sens. Parce qu'en fait, la réalité de la littérature scientifique aujourd'hui, elle montre plutôt que l'utilisation intensive, notamment de ces systèmes IA, notamment les IA génératives, elle va plutôt créer une sous-sollicitation des fonctions cognitives, des fonctions cérébrales. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en sciences cognitives aujourd'hui, il y a quelque chose qui est central, qui est très important à connaître, même je pense en termes de culture générale pour comprendre un peu le monde d'aujourd'hui, c'est la notion de cognition étendue. Il y a la notion de cognition incarnée, mais il y a aussi la notion de cognition étendue. C'est l'idée qu'en fait, nos processus cognitifs, nos fonctions de pensée, d'action, elles ne sont pas situées dans le cerveau ou dans le corps, elles sont situées de façon assez globale en fait dans cette interaction entre notre cerveau, notre corps, l'environnement et les artefacts technologiques qui finalement emplissent nos vies, transforment nos activités. Cette théorie, elle est célèbre aujourd'hui grâce à notamment un chercheur, un philosophe qui s'appelle Andy Clark, qui était à la frontière philosophie-neurosciences, dont je recommande d'ailleurs les travaux pour ceux qui s'y intéressent. Et elle est assez dominante aujourd'hui en sciences cognitives parce que c'est un courant qui permet de comprendre un petit peu mieux l'interaction qu'on a aussi avec ces artefacts technologiques comme les intelligences artificielles. Alors en fait, c'est vrai que quand on utilise une intelligence artificielle, et notamment une intelligence de type LLM, pour raisonner, pour résoudre des problèmes, et en fait, on va externaliser des fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'on va faire presque une extension de notre esprit, une extension de nos processus cognitifs, comme un carnet de notes, hein, anciennement, un livre, quand l'imprimerie a été inventée, ou un moteur de recherche, quand Google est apparu. Mais là, ça a un niveau supérieur, c'est que finalement, ce processus de pensée distribué, il va aller bien plus loin finalement qu'un partage, et parfois il va nous mâcher le travail, il va externaliser tellement les processus cognitifs qu'on n'aura plus besoin finalement de mobiliser des ressources cognitives intrinsèques. Alors Hugo, ça, pardon, oui. je t'interromps. Justement, une personne demande dans le chat si tu peux définir le concept de charge ou surcharge intrinsèque et extrinsèque, justement. Alors, donc, dans le modèle initial en fait proposé par John Sweller, donc, dont on parlait tout à l'heure, 1988, je crois, le premier papier, il différencie trois types de charges. Donc, une charge intrinsèque, la complexité propre à la tâche elle-même qu'on doit réaliser. La charge extrinsèque, la façon dont l'information est structurée, dont elle est présentée. Là, les réseaux type LLM, ils vont vraiment modifier cette partie-là. Et la charge essentielle, qui, elle, est liée finalement à des fonctions très propres à l'individu, qui participent à son apprentissage, à la création de nouveaux schémas. Et donc, finalement, cette charge essentielle, c'est la charge nécessaire, c'est la charge la plus importante. Les deux autres étant des charges qui sont considérées comme un peu superflues, mais qui sont inhérentes, finalement, à ce travail.
Et donc, les systèmes d'intelligence artificielle, ils vont beaucoup modifier les charges extrinsèques, un peu la charge intrinsèque. Et de facto, ils vont aussi avoir un impact sur la charge essentielle, puisque le cerveau ne va pas mettre en place de façon aussi automatique et aussi naturelle les processus qui permettent d'encoder les informations. Alors ça, c'est intéressant si on rebondit sur la question que vous venez de poser, c'est qu'en fait, il y a une littérature qui commence à émerger, qui n'est pas encore très riche, hein, et ça manque encore de niveau de preuve scientifique, mais qui montre justement que l'utilisation assez intensive, et c'est relié d'ailleurs à l'intensité de cette utilisation des systèmes IA, va altérer progressivement la flexibilité exécutive qu'on peut avoir dans la mise en place de tâches, la capacité de mémoire, notamment la mémoire de travail, la capacité à mobiliser sa mémoire, la créativité, la capacité à pouvoir générer de nouveaux modèles, de nouvelles choses à partir d'informations existantes. Et tout ça avec des choses, notamment sur un papier dont je voulais vous parler, qui vient juste d'être soumis la semaine dernière, donc le 10 juin. C'est un papier très récent par l'équipe du MIT. Premier auteur, Natalia Kosmina. Le papier n'est pas reviewé, il n'est pas encore publié, donc c'est ce qu'on appelle un préprint, c'est-à-dire qu'il est proposé à la communauté scientifique pour qu'il puisse notamment commencer à discuter, mais il n'a pas encore été reviewé ni pas publié. Donc on ne peut pas le citer encore comme tel. Et en fait, dans ce papier, les auteurs, ils ont pris 54 sujets, ils ont regardé des sujets en 3 groupes qui vont, pour une tâche d'écriture et de résolution de problèmes, utiliser les modèles LLM et notamment ChatGPT, il y avait aussi Gemini, un moteur de recherche classique, et puis une absence d'outils numériques pour répondre à ces tâches. Ils ont fait 3 sessions plus une 4e session où ils vont croiser un petit peu les conditions des groupes. Et en plus de ça, ils ont essayé de faire un proxy de connectivité cérébrale. C'est très difficile de faire de l'imagerie chez des sujets comme ça, mais ils ont fait de l'EEG, de l'électroencéphalographie, et ils ont regardé l'interaction entre les ondes cérébrales avec certains indicateurs de ces ondes pour comprendre exactement comment le cerveau se connecte, comment les aires cérébrales se connectaient les unes avec les autres en fonction de l'utilisation de l'intelligence artificielle ou de l'absence d'utilisation d'intelligence artificielle. Alors, les résultats sont assez intéressants. Encore une fois, ils ne sont pas reviewés, mais ils sont intéressants dans la forme brute telle qu'il est présente là. Pour les utilisateurs qui utilisaient ChatGPT pour la résolution de ces tâches, il y avait une connectivité cérébrale avec cette analyse EEG qui était réduite, avec une baisse qui est assez impressionnante d'environ 55% de la connectivité cérébrale par rapport aux sujets qui n'avaient pas utilisé ces outils numériques d'intelligence, avec des engagements, des comportements qui étaient plus procéduraux finalement chez ces sujets. Ils intégraient beaucoup moins ces informations. Et puis, ce qui est très impressionnant aussi dans cette étude, c'est que quand on demandait aux sujets exactement ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils avaient répondu, les éléments de leur réponse dans la tâche qui leur avait été proposée, ils étaient incapables de citer ce qu'ils avaient fait pour 83% des sujets qui participaient à cette expérience. C'est-à-dire qu'il y avait une incapacité à réutiliser des éléments sur lesquels ils venaient juste de travailler de manière hybride avec une intelligence artificielle, mais comme s'ils avaient tellement externalisé leurs fonctions que finalement, ils n'avaient rien encodé dans leur mémoire de travail et puis dans leur mémoire après de plus long terme. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que ça montre que finalement, l'utilisation de ces outils crée une sorte de dette cognitive où finalement, il y a un déplacement un peu de l'effort qu'on peut mettre dans une tâche de nos processus, notre circuiterie interne, parce que notre cerveau, c'est un cerveau qui est un cerveau computationnel, c'est-à-dire qu'on a des circuits cérébraux qui font des computations, des calculs de la même manière que ces calculs sont faits, de manière qui sont parfois assez proches de la manière dont sont faits ces calculs en LLM, notamment de manière probabiliste. Et là, en fait, on externalise tellement ces calculs que finalement, les fonctions cognitives sont plus utilisées. Merci beaucoup, Hugo. Justement, tu parlais de l'impact de l'IA et du fait que ça pouvait créer une dette cognitive. J'avais une question pour Clélia. Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut aussi impacter notre sentiment d'autonomie au travail et générer éventuellement peut-être une forme d'impuissance, voire de perte de sens dont on entend beaucoup parler, peut-être pour compléter aussi justement les effets de l'IA sur notre cerveau, nos ressentis Oui, pour faire le lien un peu entre ta question, Constance, et ce que vient de dire Hugo, je trouve assez intéressant de dire que, au fond, la démonstration que partage Hugo, c'est oui, la question à se poser, elle est éminemment importante, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir un effet, ou est-ce qu'il y a déjà un effet de ces technologies d'IA, de robotique, enfin on englobe moi en tout cas quand j'y réfléchis, j'englobe toutes les nouvelles technologies, mais en particulier l'IA
sur la santé mentale, la santé au travail et le bien-être psychologique des collaborateurs. Ce que tu dis, Hugo, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est un peu contre-intuitif. C'est que là où on va de manière liée à l'incertitude et un peu naïf se dire on va être submergé, on va avoir une surcharge cognitive, les papiers que tu présentes, dis-moi si j'ai bien compris, hein, mais viennent au contraire dire qu'on va mettre un peu en dormance certaines fonctions cognitives et c'est contre-intuitif. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est exactement la question qu'on travaille quand on se penche sur les risques professionnels. C'est qu'on vient avec un regard qui est le regard du facteur de risque. Donc oui, évidemment, de se poser la question de quels seront les risques, quels seront les impacts à la fois en facteur de prévention et en facteur de risque de l'arrivée de ces nouvelles technologies, c'est important. Et donc, quand on prend la question de l'autonomie, c'est celle que tu poses, Constance, l'autonomie, on va se dire, est-ce que je vais avoir plus d'espace, plus de marge de manœuvre, de latitude décisionnelle, comme des auteurs en parlent. Donc, c'est Lazarus sur les premiers auteurs sur la question de l'autonomie, Karasek, Lazarus sur le stress au travail. Est-ce que je vais augmenter ce sentiment d'autonomie ou est-ce que je vais le réduire et en réalité, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on va d'abord peut-être avoir un sentiment de réduction de l'autonomie parce qu'on va ajouter un outil qu'on ne connaît pas. Donc, c'est de l'incertitude, c'est du changement. Et donc, tout ça va augmenter un niveau de stress, non pas en lien spécifiquement avec l'IA en particulier, mais comme toute nouveauté, comme tout changement organisationnel. Et donc, on augmente ce stress et on se dit, c'est imposé à moi, j'ai besoin de temps pour m'y adapter et donc j'ai l'impression de ne pas avoir d'autonomie finalement dans l'usage de cette nouvelle technologie qui arrive, c'est rapide, il faut, pour être concurrent, développer l'IA, on crée des petits labs dans les boîtes qui ont suffisamment d'argent pour le faire, bien sûr, pour revoir toutes les offres au regard de l'IA pour rester concurrentiel. Et donc là, on perd un peu l'autonomie. Et quand cette vague-là va peut-être se stabiliser, on va peut-être se dire ah mais comment je faisais avant. Enfin voilà, comment je faisais avant. Là j'ai étendu. Hugo, je ne sais pas si c'est ça dont tu parlais, mais quand tu parlais d'extension, d'étendre, on va dire, on pourrait le mettre en miroir avec cette question d'autonomie. Peut-être que là où je devais dépendre de quelqu'un pour aller chercher une information, on va avoir une base de données qui va nous permettre, sans faire appel à des latitudes de temps trop longs, facilement, rapidement, en toute autonomie. Et donc là, j'augmente ma perception du niveau d'autonomie au travail. Et donc, c'est vraiment une question pour moi de temporalité et d'anticipation et de réflexion sur l'arrivée de ces technologies-là. Et comme toujours, quand on parle de risque, d'implication des collaborateurs pour faire adhérer et bien incorporer. On parle de ces notions-là en psychodynamique du travail, c'est la corporalité, c'est on intègre ces nouveaux outils un peu comme un prolongement de soi. Et puis donner peut-être une culture scientifique aux utilisateurs de l'IA, parce qu'en fait, il y a quand même une opacité algorithmique. Hein, on ne sait pas très bien, enfin, on a du mal à comprendre les modalités de génération des réponses d'une IA, même quand on l'utilise dans le cadre professionnel. Et donc ça, il y a peut-être aussi une acculturation à faire progressive, globale dans la population, qui doit être faite d'ailleurs par les spécialistes, par les professionnels qui travaillent sur l'IA, pour qu'il n'y ait plus cette opacité algorithmique, que ça participe justement à un sentiment de contrôle et d'appropriation, de co-construction avec l'IA de ce qu'on est en train de faire comme processus de décision. Il y a parfois des phénomènes un peu de dissonance cognitive qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on espère quelque chose de l'IA, on a des attentes particulières, Oui. ça ne correspond pas trop à ce qu'on veut, ou alors on craint un peu que l'IA nous rende obsolètes ou que l'IA
modifie notre travail tout en l'utilisant de façon de plus en plus importante parce que c'est des demandes aussi qui sont liées à la structuration du monde du travail aujourd'hui. Donc, cette dissonance cognitive, c'est vrai qu'avoir une meilleure compréhension et connaissance de ces mécanismes, c'est quelque chose qui pourrait permettre, à mon avis, de réduire ce sentiment-là aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose qu'on passe maintenant aux promesses un peu cliniques de l'IA au service du soin. Hugo, tu nous expliquais que tu mènes des travaux justement sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé mentale, notamment autour de la dépression. Est-ce que tu peux nous en partager les grandes lignes? Alors, il y a des équipes qui se sont spécialisées au fur et à mesure du temps en recherche sur l'utilisation de ces travaux. Nous, on l'utilise de façon parallèle, corollaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le cœur de nos travaux, mais on l'utilise dans la dépression, avec en général, pour l'utilisation de l'IA en santé mentale, on a plusieurs niveaux d'utilisation, plusieurs grades d'utilisation, des niveaux qui sont liés en premier et qui sont probablement là où c'est le plus développé pour l'instant à la détection assez précoce ou assez rapide des signaux qui sont des signaux qu'on ne peut pas voir à l'œil humain, c'est-à-dire des choses que moi, en tant que psychiatre ou un clinicien, un psychologue qui voit un patient, il ne va pas voir ces signaux-là. Et ça s'intègre plus généralement dans ce qu'on appelle aujourd'hui en psychiatrie le phénotypage, et notamment quand c'est en lien avec l'IA, le phénotypage digital, où on va finalement extraire des marqueurs, on va extraire des petits signaux qui sont des signaux comportementaux, la façon dont on marche, la façon dont on bouge, la façon dont on parle, l'heure de lever, l'heure de coucher, les phases de sommeil, mais aussi des signaux qui sont physiologiques, donc notamment quand on porte des montres connectées, on peut avoir des signaux cardiaques, on peut avoir des signaux qu'on dit d'HRV, donc de variabilité du rythme cardiaque. Et tous ces signaux-là vont être corrélés, vont être analysés de façon groupée ensemble par une intelligence artificielle qui a déjà été entraînée. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'elle puisse être entraînée sur des bases de données déjà existantes. Et on va pouvoir après avoir une réponse qui sera une réponse, une analyse finalement de cet état global chez un patient, chez un sujet. Donc ça, c'est des choses qui sont bien validées, enfin relativement bien validées, qui sont de plus en plus utilisées, notamment en psychiatrie. On a aussi une analyse de la voix qui est possible, donc ce qu'on appelle l'analyse sémantique. On va finalement pouvoir extraire des biomarqueurs qui sont cette fois-ci linguistiques, qui sont beaucoup plus difficiles d'ailleurs à extraire que ces biomarqueurs dont je vous ai parlé avant, plus liés au comportement. Donc notamment par l'analyse des conversations, quand on a des modèles NLP Transformers comme le LLM ChatGPT, finalement, ils vont pouvoir identifier les inflexions dans la voix, ils vont pouvoir identifier la valence émotionnelle qu'on met dans le discours quand on va avoir une conversation avec un sujet humain ou avec une machine. Et donc ça, on peut avoir une analyse sémantique. Il y a un très beau papier sur la psilocybine. Donc, la psilocybine, c'est un antidépresseur d'action rapide qui était anciennement considéré comme un psychédélique, qui, justement, dans lequel les auteurs ont pu décoder le profil de réponse des patients, c'est-à-dire à quel point le traitement était efficace ou pas, juste en analysant comme ça le langage, avec un niveau de précision qui était assez impressionnant pour ce type de modèle. Et puis, il y a une autre façon, enfin une autre utilité qu'on peut avoir aussi de ces modèles d'intelligence artificielle, c'est la fusion des données. C'est-à-dire quand on est un clinicien, on a plein de données. C'est-à-dire, je vois un patient, j'ai des données comportementales, j'ai ce que j'observe, j'ai ce qu'on m'a raconté, j'ai ce que la famille m'a dit, j'ai ce que j'ai dans le dossier médical, les bilans biologiques, etc. Et ça, un modèle d'intelligence artificielle peut fusionner ces données et créer du sens, du lien probabiliste entre ces données pour me faire avancer dans le diagnostic. Et donc ça pourrait permettre à un moment, même si ce n'est pas totalement en point, à stratifier un petit peu les prises en charge, voire même à prédire un peu l'efficacité de nos prises en charge. C'est-à-dire se dire, un patient qui a tel pattern d'activité, tel pattern cognitif, tel pattern de signature autonomique, c'est-à-dire sur les signaux qu'on a, par exemple, cardiaques, qu'on va avoir, tel pattern de signature biologique, je vais plutôt mettre en place ce traitement, je vais plutôt aller vers tel type de psychothérapie, je vais plutôt aller vers tel type de traitement médicamenteux. Donc, on va pouvoir comme ça prédire finalement une réponse thérapeutique, ce qui pour l'instant en psychiatrie et de façon un peu plus générale d'ailleurs en médecine est encore très insuffisant. Les cancérologues, par exemple, savent beaucoup mieux faire ça que nous. Ils sont capables de prédire avec des biomarqueurs biologiques la signature des cellules cancéreuses, quel traitement va être efficace. Nous, en psychiatrie, juste à partir de l'analyse du cerveau ou de l'analyse des symptômes d'un patient, on n'est pas capable de faire ça encore, mais ça serait une possibilité pour la suite. Donc, c'est un peu vraiment cette part en lien avec la clinique. Et puis, il y a une troisième chose qu'il faut quand même citer,
qui est, à mon sens, encore moins suffisamment soutenu par les preuves pour l'instant, mais qui est quand même un champ d'application futur très important, c'est ce qu'on appelle les interfaces thérapeutiques numériques. Donc, ça va être, par exemple, les agents conversationnels, les chatbots, qui vont exploiter finalement des données du patient, qui vont s'intégrer de façon dynamique avec les réponses qu'il va faire et qui va être capable parfois de détecter des changements émotionnels, de répondre en syntonie avec le patient, voire même de faire des psychothérapies un peu personnalisées qui ne soient pas forcément des psychothérapies humaines. Alors, ce n'est pas du tout au point, c'est-à-dire que l'humain en psychothérapie est heureusement pour l'instant bien meilleur que ces modalités d'IA, mais en tout cas, il y a des équipes qui travaillent spécifiquement sur ça. Alors, il y a quelques papiers, je peux vous en citer quelques-uns que j'avais lu, notamment un qui est un petit peu plus ancien, mais qui est sorti en 2023, publié par Thomas Kanampalil, qui cherchait justement avec un programme de thérapie par assistant vocal, justement, de voir dans la dépression s'il y avait une amélioration de ces symptômes. Et ils ont montré, après 16 semaines de traitement avec cet agent conversationnel, qu'il y avait des améliorations qui étaient bien notées par rapport à un groupe contrôle qui n'avait pas du tout d'intervention, donc ce n'était pas une psychothérapie conventionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, ils avaient fait de l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils avaient regardé l'activation des régions cérébrales, et en fait, la thérapie assistée par l'IA avait des effets qui étaient assez importants au niveau cérébral, notamment sur une zone du cerveau qui est située juste là, le cortex préfrontolatéral dorsolatéral droit, qui est beaucoup impliqué justement dans la résolution de problèmes, dans le contrôle cognitif, dans la capacité qu'on a à mobiliser un peu nos fonctions cognitives pour avancer. Donc, c'est un peu à mettre en parallèle, en perspective par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'appauvrissement cognitif lié à l'utilisation de l'IA, c'est-à-dire qu'une utilisation clinique chez des patients, notamment qui souffrent de dépression, qui ont eux-mêmes des troubles cognitifs, couplés avec des modalités classiques de traitement, et bien, en fait, on a quand même aussi des effets positifs qui sont observés. Merci beaucoup, Hugo. J'en profite justement pour rebondir et te passer la parole, Clélia. On voit l'impact justement positif que peut avoir l'IA dans le cadre du soutien psychologique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque qu'à terme, elle fragilise aussi l'alliance thérapeutique humaine qui est essentielle à l'accompagnement? Et vu qu'on a une carence de professionnels de santé aussi, qu'on en vienne à potentiellement se dire que l'IA peut faire le travail et soutenir psychologiquement les gens, voilà, au détriment de Oui. ce lien humain quand même avec les praticiens. Oui, c'est un peu des questions un peu de drame, c'est-à-dire est-ce qu'on va être remplacé, est-ce que l'humain en thérapie sera inutile, et c'est des sujets qui sont réfléchis par les projectivistes. Donc ils projettent les métiers de demain, ils projettent est-ce qu'on va pouvoir faire sans l'alliance thérapeutique, sans le lien humain. La réponse, on ne l'a pas évidemment. Je pense que c'est évidemment jamais binaire. On pense aujourd'hui, en tout cas, que la réponse idéale, c'est d'utiliser les intelligences artificielles au service de la pratique clinique. Donc, d'être plutôt un nouvel outil pour les thérapeutes, les professionnels de santé, comme une aide, comme l'explique parfaitement bien Hugo, au diagnostic, à la prédiction. Il y a de nombreuses recherches, je pense que tu vois aussi ces recherches-là sur le suicide, la détection du suicide, et donc d'être meilleur, en fait, de pouvoir apporter un niveau de soins plus précis, d'éviter l'errance médicale. Et je pense que l'erreur, c'est plutôt de se dire que on va pouvoir mettre ces intelligences artificielles, ces chatbots en front des patients, et qu'on n'aura plus besoin des humains. On est plus sur une idée d'hybridation et d'outillage. Tout comme en chirurgie, on a des robots qui peuvent faire de la chirurgie fine, mais c'est l'humain qui met ses mains dedans, hein, pour guider. Et donc, on a toujours besoin de la présence, d'incarner en fait dans le lien, et presque, j'ai envie de dire, de l'imperfection. La thérapie, c'est ça, hein, c'est une rencontre. La rencontre, elle peut se faire entre deux inconscients. Et donc voilà, je pense qu'on pourra, on est loin en fait, on doit se rassurer. Je pense qu'on est loin d'être remplacé dans le soin par des IA. Merci beaucoup, Clélia. Et justement, on en parlait tout à l'heure, le fait que dans le cadre du travail,
on va par contre peut-être avoir moins d'interaction parfois avec des collègues à qui, au lieu de poser une question sur un sujet, finalement, on va s'orienter vers ChatGPT ou un autre LLM justement pour avoir l'information rapidement, de manière synthétique. Et est-ce que justement ces interactions fréquentes avec l'IA ne risquent pas aussi de diminuer nos liens humains dans le cadre du travail et aussi peut-être de nous donner des illusions de relations qui n'ont quand même pas les mêmes bénéfices justement que les vrais liens sociaux qu'on peut avoir au travail? Je ne sais pas, Hugo, Clélia, qui veut prendre la question, mais Clélia, vas-y, si tu veux, Oui, oui, on en revient. Enfin, j'ai le sentiment qu'on en revient à cette évaluation en continu qui est nécessaire dans les organisations et dans le monde du travail tel qu'on le vit aujourd'hui, d'évaluer les facteurs de risque et les facteurs de prévention. Si on a une démarche qui est continue de pouvoir prendre la température de toute nouvelle technologie qui arrive, de se poser en se demandant qu'est-ce que ça va apporter de positif, mais qu'est-ce que on doit se prémunir et éviter de supprimer quel risque. Ça peut en être un. Donc, spontanément, ce à quoi on pense, c'est de dire, bah oui, mais si je passe ma journée à ne plus parler à mes collègues, quel sera l'avenir du lien au travail? Bah oui, très bien. Comment on réfléchit à éviter qu'on en arrive là, en fait, et qu'on préserve. Et cette question, elle se pose pour le télétravail, dès qu'il y a un changement, en réalité, on est face à une responsabilité de dirigeants, de responsables de la QVCT, responsables des ressources humaines, à penser ces deux notions-là. Je pense que le socle de la prévention des risques, c'est celui-là. C'est comment j'anticipe, comment j'évalue les risques en positif et en négatif, ou en tout cas en probabilité de risque, et qu'est-ce que je mets en face pour y répondre. merci Clélia. Camille, justement, toi qui es vraiment en contact avec les clients de Cali Social et qui a peut-être beaucoup de retours terrain, est-ce que tu observes un décalage entre le discours qui est peut-être très techno-optimiste, voilà, sur l'impact de l'intelligence artificielle et des retours du terrain de certains collaborateurs qui peuvent être, je sais pas, désemparés ou se sentir perdus ou à risque face à ces technologies? Oui, alors moi, c'est vrai que je m'occupe plus de l'approche macro et moins de l'approche individuelle de la santé mentale au travail. Et ce que tu évoques, c'est vrai que on entend deux choses. On entend beaucoup, donc tu employais le terme techno-optimiste, c'est l'IA va améliorer les conditions de vie. Ça, c'est un champ. On entend un autre champ qui est l'IA est une menace pour nos métiers. Euh, et sur le terrain, aujourd'hui, la partie concrète de l'IA, elle est à la fois très présente parce qu'on a un très très gros usage autonome de l'IA des salariés. C'est-à-dire que les salariés s'approprient l'IA, mais eux-mêmes, c'est pas l'organisation du travail qui intègre le plus l'IA dans le travail, c'est plus l'individu qui va venir s'équiper de l'IA en autonomie. Mais le décalage qui est le plus important pour moi, c'est le décalage qu'il y a entre. Donc, il n'y a pas vraiment de décalage. C'est-à-dire qu'on est tous en phase avec cette transformation. Là où il y a un décalage, c'est que c'est entre le discours et le concret. C'est qu'aujourd'hui, on est encore dans une phase d'incertitude sur l'impact réel de l'IA sur le travail. Et ça, en fait, c'est ce qu'on voit sur les projets de restructuration, les projets de transformation, où il y a une anticipation qui est faite de la communication, des processus, du calendrier de gestion de la transformation. Là, c'est comme si on avait une communication sans planification. Et donc, ça génère, parce que quand on fait un processus de changement, on traverse, enfin, le collectif va traverser une courbe de deuil avec une phase de choc, une phase euh, d'assimilation de l'information et finalement une phase un peu dépressive, de regret, de perte, etc., avant d'identifier finalement la perspective d'un futur meilleur et là d'être dans une phase de reconstruction. Et là, finalement, ce qu'on constate, c'est que bah, le décalage, il est dans le fait qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de planning, chacun va un petit peu à son rythme. Et c'est un peu la problématique liée au fait que la technologie nous est à tous imposée. Et donc, on n'a pas planifié la manière dont cette technologie allait intégrer le travail. Et le fait qu'il n'y ait pas cette planification favorise finalement
tous les mécanismes psychiques de protection, hein, l'angoisse, l'anxiété, la perte de sens avec l'augmentation des troubles dépressifs, le stress, et donc des effets, des mécanismes qui sont négatifs pour la santé, mais qui sont aussi la résultante de la confrontation à un changement important. Et le stress, l'anxiété, les tendances dépressives, c'est aussi un mécanisme de protection pour conserver une maîtrise du danger, pour anticiper les avenirs négatifs probables et pour conserver du sens dans sa vie. Merci Camille. Justement, tu le disais, c'est vrai que les collaborateurs ont tendance à utiliser l'IA de manière individuelle et voilà, eux-mêmes aller solliciter ces intelligences artificielles quand elles ne sont pas forcément fournies par les entreprises. Peut-être Clélia, est-ce que toi, tu vois des signaux d'alerte que les RH doivent surveiller pour détecter quand il y a une mauvaise utilisation de l'IA qui pourrait potentiellement aggraver la souffrance au travail? Un collaborateur, par exemple, justement, qui s'isole, on en parlait, ou voilà, qui va peut-être perdre le sens de ses missions. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on peut, en tant que RH, repérer cette utilisation parfois problématique? Délétère. Ouais. Hmm. Oui, alors je pense que ce qui est le plus difficile pour les RH, bien souvent, c'est d'isoler une cause. Et c'est pour ça, hein, souvent que chez Quali Social, les clients viennent à nous avec un gros nœud, en fait. Ils ne savent pas vraiment ce qui vient de l'intelligence artificielle, du collectif de travail, ce qu'ils appellent comme ça une charge de travail importante perçue. Et donc, le premier élément, c'est souvent que le RH va se dire: «Il y a une personne en effet qui semble», et on parle de ces fameux signaux faibles, qui semblent, avoir des comportements qui ont changé, un isolement physique, qui participe plus à certaines, réunions, informelles, et donc ces signaux-là restent, on va dire, les signaux à repérer et à faire monter en compétence l'ensemble des personnes actrices, et c'est en fait tout le monde, dans le repérage collectif de ces signaux faibles. Ensuite, de là à le lier à l'usage de l'intelligence artificielle, ça reste un peu compliqué, euh, puisque c'est un ensemble. C'est pas l'outil peut-être qui pose problème à cet individu qui s'idole, mais c'est son rapport à l'outil, c'est peut-être la manière dont il est arrivé dans son quotidien de travail. Euh, donc, je dirais que se concentrer plutôt sur les symptômes, ces signaux faibles, et ensuite aller un peu plus comprendre ce qui fait que ces personnes sont peut-être dans ces états-là. Voilà, si je peux dire. Merci beaucoup, Clélia. Alors, je posais une dernière question à Camille avant justement qu'il puisse vous partager les résultats de notre test interactif de ce matin. Alors, Camille, peut-être une forme de conclusion. Comment est-ce qu'on fait en sorte aujourd'hui que l'intelligence artificielle vienne en soutien et pas en remplacement justement des actions RH et managériales, notamment en faveur de tout ce qui est santé mentale au travail, QVCT Alors, je pense il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens. Il faut avoir confiance dans l'humanité. Il y a eu un commentaire dans le chat qui disait que un précédent webinaire, on parlait de l'importance du lien social et le fait que l'humain avait un besoin profond d'être en interaction avec un autre humain. Il faut avoir confiance dans ça. C'est une règle immuable qui nous définit. Et il faut avoir aussi confiance dans le fait que aujourd'hui, il y a énormément de règles, de cadres, de lois qui sont posées justement pour protéger les dérives de l'IA. Et on est dans cette période où il y a un outil qui arrive et qui chamboule tout. Et donc, on voit toutes les menaces, mais le fait de percevoir des menaces, ça nous permet aussi, l'exercice qu'on est en train de faire nous permet de mieux assimiler finalement les choses contre lesquelles on doit se protéger. Et c'est comme ça qu'on avance. Et je pense qu'il faut on ait confiance en nous sur le fait que est-ce que demain matin, si votre interaction professionnelle se fait uniquement par le biais de chatbot, par le biais, même, on posait la question, mais si on n'arrive plus à reconnaître une IA d'un humain par un ordinateur, est-ce que ça créera chez vous les conditions de la santé mentale et les conditions finalement de la capacité à apporter une contribution et d'y trouver du sens? Et si vous répondez oui, dans ces cas-là, effectivement, l'IA va nous remplacer. Si vous répondez non, j'ai besoin, moi, de l'interaction humaine, j'ai besoin de cette singularité, eh bien, c'est que l'IA ne pourra pas apporter ce dont on a tous besoin et donc ne prendra pas cette place de fait.
Voilà. Donc, il faut avoir confiance. Merci Camille pour ce message optimiste. Ça fait peut-être justement le lien aussi avec la vision qu'on a chez Cali Social. On a décidé de nous intégrer l'IA dans nos outils. Je te laisse peut-être prendre la main et présenter justement ce qu'on propose. Je vais essayer, merci Constant, je vais essayer de faire le lien avec ce que Hugo et Clélia nous racontaient, c'est-à-dire l'outil. Aujourd'hui, c'est vraiment dur d'améliorer la santé mentale au travail. C'est un exercice qui est complexe. Il faut collecter énormément de données, il faut les analyser. Et seulement si on arrive à la fin à avoir tout collecté, tout analysé, avoir une vision de ce que vivent les gens au travail, on peut commencer à se mettre en marche pour commencer à agir. Et finalement, quand on regarde un petit peu les gens avec qui on travaille, la part de collecte d'informations, d'analyse de l'information pour pouvoir agir, elle est colossale. Ça varie entre 60 et 90% du travail finalement des équipes qui s'occupent de la santé mentale au travail. Et non seulement c'est une part qui est colossale, mais il y a c'est une part qui n'est pas jugée comme étant la plus intéressante. Et deux, il y a une frustration des acteurs à passer son temps à essayer de comprendre ce qui se passe, à faire de l'analyse de données, plutôt que d'être dans l'action directe sur l'amélioration des conditions de travail et la santé mentale. Donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on a fait l'exercice ensemble, on vous a posé des questions, je vais partager mon écran. Je fais Cahier Social, donc on a une équipe tech assez importante, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais on travaille l'IA déjà depuis plus d'un an maintenant chez Cahier Social. Hop, on travaille avec, alors je crois que je partage mon écran, on travaille avec Mistral AI, qui est une entreprise française alors, hop, est-ce que mon écran, c'est bon? Ouais. Une entreprise française qui crée des Camille, on ne voit pas ton langages. écran. Pardon, excuse-moi. Je ne vois pas non plus dans le chat, en effet. On me confirme qu'on ne voit pas ton écran. Hop, je recommence. On travaille avec, donc je vais continuer mon propos en attendant de partager mon écran. Je vais partager l'écran dans sa globalité. Ça y est, c'est bon. C'est bon? Ouais. Super. Donc avec Mistral AI qui crée un langage, une intelligence, voilà, qui réfléchit, une intelligence artificielle qui fait la partie réflexion. On travaille avec une autre entreprise française qui s'appelle OVH pour la mémoire, donc le stockage des données. Et donc, ça fait de nombreux mois que l'on travaille à développer notre IA, à lui expliquer comment fonctionne la santé mentale au travail. Et la santé mentale au travail, ça fonctionne par la prévention des risques psychosociaux et l'amélioration de la qualité de vie et les conditions de travail. Il y a énormément de savoir sur le sujet. Et donc, nous, on a développé notre IA, qu'on appelle Calicare IA, à comprendre les mécanismes de la santé mentale. Donc, on vous a posé deux questions avec un champ libre de réflexion. Très concrètement, les questions, c'était en quoi l'IA est une menace pour vous? Et la deuxième question, c'était de quoi avez-vous besoin pour avancer et quelle est la solution qui va pouvoir permettre de résoudre la menace? Et donc, j'ai ici ma campagne que l'on a envoyée. On a eu 110 réponses, donc 110 fois deux champs qualitatifs qui ont été renseignés. Et je vais vous montrer en direct ce que l'IA interprète. Donc ça, c'est un travail qui se fait, on vient de le voir, en deux ou 3 secondes à peu près, où l'IA Calicaria a analysé les 110 réponses et les 110 verbatim, enfin messages de réponse qualitatifs qui ont été faits. Avec la première question, quelles sont les craintes que vous éprouvez quant à l'essor de l'IA dans votre travail? Donc, ce que l'IA a fait, c'est qu'elle a catégorisé les réponses. Elle a dit que voilà, il y a 31% des répondants qui ont évoqué une thématique qui est la peur du remplacement, 17% la perte de sens au travail, 17% la perte du lien humain, 13% la charge cognitive. Et puis derrière, l'IA va venir me donner des éléments pour me permettre de comprendre ce qu'elle entend par peur du remplacement. Donc là, elle a dit, j'ai peur que l'IA remplace mon travail aussi, que je ne comprenne rien. J'ai peur que l'IA remplace mon métier ou le vide de son sens, surtout dans les tâches humaines comme l'accompagnement ou l'écoute. Et d'ailleurs, on voit que la somme dépasse 100%. Souvent, on a ça. C'est parce que une réponse peut correspondre à deux catégories. On voit dans la deuxième qui est juste ici. Et j'ai la même chose pour la question en dessous. Qu'est-ce que, selon vous, pourrait vous aider à mieux vivre les évolutions liées à l'essor de l'IA dans votre travail? Donc, voilà, ce qui ressort à 31% des répondants parle de la formation, des formations et de la montée en compétences des salariés.
19% ont évoqué l'accompagnement humain au changement, etc., etc. Et à chaque fois, des éléments de réponse. Ce qu'on voit en fait avec la technologie juste ici, c'est que en fait, aujourd'hui, on passe énormément de temps à comprendre quels sont les facteurs qui influent sur la santé mentale et la qualité de vie au travail dans les organisations. Là, on a interrogé, donc on a eu 110 réponses. On aurait pu le faire sur 10 000 répondants. Peut-être qu'au lieu de 2 secondes de réflexion, on aurait eu 4 secondes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, finalement, on ne va pas focaliser notre énergie sur la capacité à avoir cette synthèse finalement du vécu des personnes, et on va focaliser notre énergie sur ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on en fait. Parce qu'une fois qu'on a ça en 5 secondes, on a le résultat de ce que tout le monde ressent. Alors, je ne vous montre pas tout parce que vous voyez que ici j'ai des scores de QVCT, j'ai des focus par segment, j'ai le DURP, donc tout ça, ça viendra un petit peu plus tard. On fera un moment où on vous présentera tout ça dans le détail pour ceux que ça intéresse, mais avec quelques questions ouvertes finalement et une IA euh, souveraine qui est bien entraînée, on arrive à pratiquement supprimer 60 à 90% du travail qui est frustrant et qui n'est pas le travail qui donne du sens à un DRH, par exemple. Et ce temps va être libéré sur finalement ce qui compte réellement, à savoir améliorer la santé mentale et, euh, et focaliser son énergie sur comment je fais évoluer mon organisation de travail pour être plus adapté, pour faire de l'accompagnement du changement. Et ça, ce sont les métiers qui plaisent aux DRH, aux préventeurs, aux partenaires sociaux, bref, à toutes les personnes qui agissent dessus. Et donc, c'est un exemple qui est appliqué là chez nous, mais ça donne beaucoup d'espoir sur le fait que non, ça ne va pas remplacer en fait cet outil, cette application de l'IA au métier de l'amélioration de la santé mentale au travail montre que l'IA ne va pas faire évoluer nos organisations de travail pour être plus adaptées à l'homme, à l'homme avec un grand H, à l'humain. L'IA va supprimer, réduire au maximum les tâches analytiques de collecte d'informations, de compréhension de l'information, pour qu'on puisse focaliser notre esprit, notre réflexion, notre créativité, notre capacité à prendre des décisions sur ce qui compte vraiment, et c'est la partie amélioration de la qualité de vie au travail. Voilà. C'est ce que je voulais vous Merci. présenter aujourd'hui. Merci beaucoup Camille, merci à tous, merci Hugo, merci Clélia et merci aux participants. On retient quand même que le discours est quand même très optimiste, que ce soit sur le volet clinique où l'IA va quand même aider à la prévention justement de tout le volet santé mentale et venir soutien des psychiatres et non pas remplacer la relation humaine. Et finalement, même chose dans le domaine de la santé mentale au travail et de la prévention des RPS. Ça va plutôt aider les DRH à concentrer leur temps sur les activités qui comptent vraiment. Voilà, on vous partagera aussi Merci. dans le chat le lien du LinkedIn d'Hugo pour ceux qui souhaitent suivre ces actualités. Et le replay va partir dans la foulée et vous recevrez aussi un mail avec des informations complémentaires pour aller plus loin lundi. Voilà. Merci à tous encore. Merci. Bonne fin de semaine. Merci. Un Au grand revoir. merci à tous. Très bon vendredi, très bonne fin de semaine, très bon week-end. À bientôt.